on était complètement contre les Allemands, parce qu'on avait été élevés par notre maître d'école qui avait fait la guerre de 14 et qui nous a raconté tellement d'histoires sur les Allemands que nous, on ne voulait pas que le pays soit occupé par l'ennemi, qu'il soit n'importe qui. À l'époque, nos ancêtres ont voulu virer les Anglais, mais là, c'était les Allemands qui étaient l'occupant, puis qui prenaient tout, qui avaient des problèmes, ils allaient à la campagne chercher du beurre, chercher des œufs en payant plus cher, si bien que ça... On n'avait plus beaucoup de ravitaillement allemand, à part les cartes d'alimentation qu'on nous délivrait, mais alors on avait droit qu'un petit peu de pain, enfin, je ne sais pas combien de grammes, de pain rayé en viande, des fâchés. Ça devenait assez difficile, même en campagne, de se ravitailler. Puis les Allemands, bon, ils payaient plus cher forcément, ça nous coupait réellement le ravitaillement. En 40, donc j'avais 13 ans, et mon frère en avait 11. En 40, j'avais mes 13 ans, j'ai donc quitté l'école, à ce moment-là, et pour aller travailler chez mon père, comme mécanicien. Et puis, il y a eu la guerre, donc c'était le moment de la guerre, et il y a eu la débâcle, c'est-à-dire que les Allemands sont arrivés en France et tout, et devant chez nous, donc à Gigon, il y avait plusieurs endroits qui étaient réquisitionnés pour héberger des soldats français. Ces soldats français venaient de Narvik. Et hors de ne plus combattre, c'est bien que ces soldats, ils ont cassé leurs fusils, d'autres quand ils ont balancé dans les rivières, enfin bon, et les Allemands sont arrivés. C'est-à-dire qu'on les avait annoncés à Dinan. Alors moi j'ai pris mon vélo parce que c'était un jeudi, il n'y avait pas d'école et le maître d'école était à la pêche au bord de l'étang. J'ai pris mon vélo pour lui dire, on m'a dit que les Allemands approchaient de Jugon, qu'ils étaient à Dinan. Alors, catastrophé. Vous pensez bien en plus qu'ils voyaient les soldats ne pas résister. Un autre combattant de la guerre de 14 qui a vu les pires atrocités, lui, il me racontait des choses inimaginables. Par exemple, il se battait contre les Allemands, puis entre les tranchées, il y avait des gens qui se faisaient tuer, quoi. La nuit, il allait chercher les cadavres. Alors, parfois, les Allemands envoyaient des fusées éclairantes. Alors, forcément, ils s'aplatissaient des fois sur des cadavres qui étaient plusieurs jours. Alors, ils avaient mission de prendre, ils avaient des grandes pinces avec des cordes. Ils pinçaient l'uniforme des soldats, aussi bien allemands que français, puis revenaient à la tranchée, puis tiraient un peu sur la corde pour ramener les cadavres. Mais alors la plupart du temps, les cadavres étant en très mauvais état, les toiles cassées, les capotes, les uniformes. Si bien qu'il m'a raconté que pour ramener les morts, ils allaient avec des pioches attachées avec des cordes. Ils plantaient la pioche dans le corps des soldats, et puis après ils tiraient. Alors parfois les obus tombaient entre les lignes, le temps qu'ils étaient en train d'attacher les cadavres, ils étaient criblés de débris de chair et tout, vous savez. C'était une époque terrible. Et donc, à l'arrivée des Allemands, c'était un gendarme, il s'appelait Le Lanne. Il est allé avec mon père, ils sont cachés dans un coin, puis ils ont vu, ils pleuraient, tous les deux. Ils ont vu les Allemands arriver, déjà avec les motos. Et puis ces Allemands, alors là, ils étaient à court de carburant, ils ne pouvaient plus rouler. Alors, ils sont joués sur la pompe, on avait une pompe à essence sur le trottoir devant chez nous. Et puis ils sont mis à pompe. C'était une pompe, vous savez, manuelle. Oui. Alors on est revenu à la maison, puis avec mon père, on est descendu dans la cave, on a débranché les tuyaux. En fait, ça a desserré. Si bien que les Allemands, ils pompaient, mais il n'y avait plus que de l'air. Alors ça a commencé comme ça. Par la suite, voyant les Allemands, les soldats français désertés, enfin, ne plus combattre, nous, on est allés avec mon frère ramasser des armes, comme un cachet, quoi, le plus possible. Et
il y avait un camion qui avait été réquisitionné à Plain-en-Petit, qui s'appelait Bétuel, par les soldats français. Et le camion était tombé en panne là, des virages de Jugon. Et on est allé avec mon frère voir ce qu'on pouvait ramasser comme arme. Et puis il y avait un fusil, tout nouveau fusil français que nous ne connaissions pas, parce que mon père était armurier et tout. Déjà les armes, on connaissait déjà, on savait s'en servir déjà. Et alors, ce fusil était un modèle 36, avec baïonnette 30 poussée dans le feu. Et puis, mais il manquait la baïonnette. On l'a enveloppé dans une couverture, puis on a voulu revenir chez nous. Mais il est arrivé des Allemands, un groupe de motocyclistes qui nous voyons là. Ils ont fait des guerpilles, retourné tout de suite dans notre village. Alors, on a balancé la couverture, ils n'avaient pas vu qu'il y avait le fusil à l'intérieur. Puis on a pris le chemin du retour, peut-être à 150 mètres. On a entendu les motos qui démarraient. Alors on est retourné en vitesse, on a pris le fusil qui était à la couverture, on est passé dans les champs à travers, et puis on est allé cacher le fusil plus loin. Et je m'étais aperçu que dans ce camion, tout était vidé par terre, il y avait des torpilles de mortier. Vous savez, des torpilles avec des petites ailettes. Alors, j'en ai pris un, j'ai mis sur le milieu de la route, vous savez, mais comme le virage était un petit peu en pente, cette torpille ne tenait pas sur la route. Donc j'ai pris 2-3 petits cailloux, puis j'ai calé. Puis on est parti. En peu de temps après, on a entendu un grand coup de frein, tout ça, un bruit. Et puis c'est un Allemand. Les Allemands étaient arrivés avec une voiture découvrable. Ils étaient à 4 dedans, enfin, d'après ce qu'on a pu voir par la suite. Et ils ont vu la torpille sur la route. Alors le chauffeur donnait un coup de volant, et puis il est parti dans les décors, il est atterri dans des poteaux électriques qui étaient là, ou téléphoniques, enfin. Et la voiture, les gens, on est resté 8 jours là, les gens à l'intérieur, plein de sang et tout, sûrement qu'ils ont dû être pas mal sonnés. Mais alors que la torpille n'aurait pas explosé, hein, mais le fait de l'avoir sur le milieu de la route, ça a commencé comme ça. Alors une histoire avec ce fusil après. On ramène, et puis on avait un petit voisin qui était avec nous, donc lui il a pris le fusil dans la nuit, puis il allait le cacher chez lui. Et dans le grenier. Et son père, il avait plusieurs métiers, il était coiffeur, tailleur et fossoyeur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient plusieurs métiers à l'époque en même temps, quoi. Quelques temps après, peut-être 2-3 mois après, je demande à Léon, il s'appelait Léon. Il dit, le fusil, tu l'as toujours, tu devrais me le rendre. Oh, il ne m'en parle pas, mon père l'a trouvé, il l'avait caché dans le grenier, il l'a trouvé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il est allé l'emmener dans le cimetière. Alors, dans le cimetière, il a mis dans une tombe. Non, il y avait un ossuaire. Il l'avait caché dans l'ossuaire. Et alors, avec un copain, on est allé plusieurs fois parce qu'il fallait trouver une clé qui arrive à ouvrir la porte de l'ossuaire. Enfin, à la fin, peut-être au bout de quelques temps, on a trouvé une clé qui l'ouvrait. Dans la nuit, bien sûr. Et alors, attend-on, parmi les os, les crânes, à chercher le fusil. Puis à la fin, on n'a pas trouvé le fusil, et à la fin, je me suis mis à chercher le long du toit. Je trouve une courroie en cuir, je tire, c'était le fusil, c'était la bretelle du fusil. Alors, on a pris le fusil, et puis on s'est mis côte à côte tous les deux, le fusil entre nous deux, puis on est rentré comme ça, il y avait des Allemands partout. On est allé jusqu'à chez lui, et il l'a caché dans un double plafond chez lui. Le père de ce copain était un Lorrain, qui avait été enrôlé de force à l'armée allemande en 1914. Il avait fui le front russe, il était allé combattre avec les Russes par la suite. Donc il était déserteur de l'armée allemande.
Et les Allemands, quand ils sont arrivés en France, ils ont essayé de trouver tous les déserteurs et les fusils. Il fallait être discret vis-à-vis de lui, quoi. Il était devenu brigadier de gendarmerie après la guerre et tout. Donc les copains, ils ont pris des photos avec le fusil. Mais comme il n'y avait pas la baïonnette, ils ont fait une baïonnette en bois. Et sur la photo, on voit la baïonnette au bois. C'est pas une semaine sans qu'on fasse des conneries. On était des voyous à l'époque. Considérés, parce qu'on était hors. C'est-à-dire, on n'obéissait pas du tout au gouvernement de là. On était des terroristes, quoi. Bien qu'on attaquait, on savait qu'il ne fallait pas attaquer les Allemands, c'était pas l'heure, on n'avait pas les armes nécessaires non plus pour le faire, quoi. Bien qu'on avait pris mais alors, aller attaquer les Allemands, on ne pouvait pas avoir le dessus, puis en plus, si on tuait un soldat allemand, il y avait, je ne sais pas combien d'otages désignés. Mon père était un ancien coureur motocycliste. Et quand son père est décédé, sur son lit de mort, il a fait jurer de ne plus prendre la moto pour faire des courses. C'était en 1936. Mais tous les ans, il y avait des fêtes dans le pays, et mon père, avec sa moto, faisait des tremplins, puis il sautait dans le vide avec les tremplins. Et donc, un de ces jeunes là, qui habite pas loin de là, il aimait tout ce que faisait mon père, et il avait un petit manoir à côté. Il mettait des planches, une fenêtre au rez-de-chaussée, une petite écurie qu'il y avait. Et puis il avait un vieux vélomoteur, vous savez, un 100 cm3. Il se lançait, il montait sur les planches, puis il se lançait en vide par la fenêtre. Et ces deux, là, ils étaient deux. Et parmi les deux, il y en a un qui a pris des leçons de pilotage à l'aérodrome de Dinan. Et sa mère lui avait acheté. Il avait un ami qui avait un avion jaune, qui était un avion tchécoslovaque. C'était un Zlin. Et comme cet avion plaisait beaucoup, il s'appelait Maurice, donc cet ami, il a acheté donc le même, et qui lui a été livré juste avant la guerre. Et un beau jour avec mon père, parce qu'il faisait il avait des lucioles, il y avait des lucioles à l'aérodrome. Maurice amène mon père, il dit je vais vous faire prendre le baptême de l'air. Vous savez que ces avions-là, il y avait le pilote était derrière, le passager était devant. Et il emmène mon père dans le luciole et puis il s'amuse à faire des renversements, toutes sortes d'aléopies. Il atterrit et puis il demande à mon père, ça vous a plu? Ah oui, dit mon père, mais il fallait bien se cramponner. Comment? Bien cramponner? Vous n'avez pas mis la ceinture? Dit mon père, non. Il n'avait pas mis la ceinture. C'est bien, il se trouvait la tête en bas. Bon. Alors la guerre arrive, il a fallu libérer donc tous les avions civils pour en faire un terrain militaire, l'aérodrome. Et puis Maurice donc avait cet avion, et il dit à mon père, si vous pouvez le démonter, puis j'emmènerai chez moi. Alors mon père il dit oui, puis il est allé avec un ouvrier du garage, et puis nous deux, mon frère et moi. Et comme on a démonté l'avion, nous on avait des petites mains pour atteindre des boulons. C'est pas comme actuellement, il y a toutes sortes de clés qu'à l'époque, non. Alors, avec leurs petites mains, on a réussi à atteindre ces écrous qui étaient dans les ailes et tout. On a démonté l'avion, et l'avion était parqué donc chez ce copain. Comme nous, on avait participé au démontage de l'avion, il nous avait invité chez lui en remerciement pour aller à la pêche, il fait un petit étang. On était allé à la pêche, mais il avait invité également des réfugiés du Nord, deux belles femmes réfugiées du Nord, de belles jeunes filles. Et puis, on a pêché, on n'a pas pris aucun poisson. Et puis, bon, après, on plie les lignes, et puis il y a Maurice, donc, il s'amuse à s'allonger dans l'herbe.
Et puis il se met à tourner comme ça sur lui. Alors, il y a une des filles qui dit, ça, il fait peut le faire aussi. Ah bon, vous pouvez le faire aussi, il dit. Bah oui, venez par là, ils l'emmènent un peu plus loin. Puis les filles se sont mis à rouler dans l'air. Quand elles sont relevées, ils sont aperçus qu'ils avaient roulé dans l'herbe, mais il n'y avait pas que d'herbe, il y avait de la bouse de vache. C'est un sacré plaisantin. Oui, oui. Ce copain, il s'est engagé dans l'armée de l'air. Et donc l'exode est venu, il a voulu monter dans l'avion de chasse, prendre le combat. Les avions avaient été sabotés. Les réservoirs d'essence perçaient tout si bien qu'il n'a pas pu s'envoler. Donc il a rejoint la zone libre et puis il est rendu chez lui. Si bien qu'il est venu trouver mon père, il dit je veux rejoindre l'Angleterre et il faut remonter mon avion. Alors mon père est allé avec l'ouvrier du garage. Il s'appelait Maillard, mais son surnom était Boulon. Il n'aimait pas qu'on l'appelle Boulon. Ils ont monté l'avion et au mois de novembre de 1940, donc il y avait des Allemands partout, il a réussi à décoller, il a rejoint l'Angleterre. Et après, il a fait des cours de pilotage sur l'avion de chasse et il a eu un Hurricane. Et sur le Hurricane, il a marqué Manu Toubit Boulon. En souvenir, quoi. Il a donc eu un Hurricane qui était armé de 12 mitrailleuses. Puis il pouvait, des petites bombes. C'est bien qu'il a battu, je crois que c'est 2 avions allemands. Il a mitraillé des troupes au sol et puis coulé des bateaux avec son avion. Et en 1942, les Anglais, je ne sais pas s'ils avaient raison de le faire, ils ont fait un faux débarquement à Dieppe. Et il a été mobilisé pour aider les troupes au débarquement. Et là, il s'est fait atteindre par la DCA. Et il a dirigé son avion sur une batterie de DCA. Et il est sauté avec son avion. Alors, bien sûr, on n'a plus entendu parler, ils n'ont même pas retrouvé l'avion, paraît-il. Voilà. Et comment il s'appelait? Maurice Anna Dufrété. Voilà pour cette histoire de cet aviateur. C'est un héros. Pardon? C'est un héros. Ah bah oui. Ouais. Il était compagnon de la Libération. Vous savez, compagnon de la Libération, on en a eu un peu plus de 1000. Pas beaucoup plus. Et on les compte, on les comptait sur les doigts de la main, quoi. C'est le cas de le dire. Et d'un autre côté, on avait un autre ouvrier qui, lui, en 1940, était mobilisé dans la marine. Et il était sur un bateau, si vous voulez, escorter les bateaux qui ramenaient le ravitaillement, la troupe et tout. Et un beau jour, ils sont fait attaquer, lui et son bateau, par des avions. Et lui était mécanicien, donc il était dans la soute, s'occupait du moteur et tout. Et il a entendu les chocs et tout dans ce bateau. Il monte sur le pont, tous ses amis étaient morts. Il était plus seul vivant à bord. Alors il s'est mis, il a pris la mitrailleuse, il a abattu 2 avions avec la mitrailleuse. 2 avions sont revenus, ils ont mitraillé à nouveau le bateau. Il y a eu, je ne sais pas combien de balles. Et malgré ça, il était mourant, presque mourant. Il a pris la barre, il a réussi à ramener le bateau en Angleterre. Alors il a été décoré par Churchill, tout du peu haute distinction. Alors vous voyez, tout ça c'est du coin, c'est Alexandre le Grand. Alexandre le Grand? Oui. Ah, sacré nom. Hein. Oui. Ah oui, prédestiné. Après 40, on a continué à ramasser des armes, à réparer des armes. Et les Allemands avaient établi une commandature à Gégon et une commandature à Bron. C'est bien qu'ils passaient la moitié de la semaine dans l'une ou la moitié de la semaine dans l'autre. À une époque, quand les Allemands sont arrivés, il fallait que tous les habitants emmènent leurs armes, fusils de chasse, ainsi que les fusils récupérés auprès des soldats à la mairie. Et ceux qui avaient des fusils de chasse, ils mettaient leur adresse.
parce qu'après la guerre, soi-disant, ils devaient aller rentrer. Alors ça n'a jamais été le cas, bien sûr. Et après la mairie, on avait appris que les armes avaient été stockées dans une commandature, à commandature, dans le grenier. Alors bon, on a réussi à pénétrer dans la commandature, on a pris des armes. La première fois qu'on est allé, il y avait des soupirails à la cave fermées par des barres de fer. Et mon frère, il avait été opéré, il avait eu une petite mastournie, il s'était fait opérer de la mastoïdite. Donc il avait toute l'oreille comme ça, et un bout d'os qui avait été enlevé d'ailleurs. Puis un beau jour, pour rentrer à la commandature, il a voulu regarder à travers le soupirail, il a passé la tête, mais il ne pouvait plus le retirer. C'était douloureux avec son opération. Alors, on s'est dit, du moment que la tête est passée, le reste va passer. Je me suis arc-bouté, poussé avec mes petits, on a réussi à le passer, puis j'avais une chute après. Il y avait des bouteilles en dessous, il est tombé sur la table de bouteille. Il a râlé. Je dis, je ne peux pas laisser la tête. Des barons. Bon, d'abord, j'avais essayé de scier le baron, mais il n'y avait pas d'outils. On avait des outils, mais on ne pouvait pas avoir des outils neufs. C'est-à-dire, il y avait bien des scies, mais les dents étaient usées, tout. On ne pouvait pas avoir des bonnes matières pour avoir. Donc, impossible de scier les barreaux avec. Bon, alors, c'est bien qu'il est passé. Étant dans la cave, il est passé, il a ouvert la porte de la cave qui donnait sur l'extérieur. Un vieux sabre, on a réussi à glisser le sabre dans la rainure de la porte, on soulevait le gaz, tout ça, et puis on est rentré comme ça dans la commandature. Alors on a trouvé des fusils, c'était des fusils qui avaient été pris chez les habitants. À la guerre de 14, il y avait beaucoup qui avaient ramené des fusils allemands, mais les fusils allemands de la guerre de 14, il n'y a pas à les garder, il fallait qu'ils soient les culasses enlevées, il n'y a plus de culasses. Donc on a récupéré 2 fusils comme ça, plus un troisième qui était complet, qui était petit, et ainsi qu'une épée d'amiral, l'amiral Martin, donc, qui était de Jument à l'époque. Réellement une très belle épée, pas courante. Hein. On a cru au départ c'était celle de l'académicien, mais non, c'était celle d'un amiral. Par 3 fois on est allé. Et à chaque fois, on trouvait des armes. Il y avait une, par exemple, qui était dans un placard. On a pris. C'était un fusil, un modèle 36. Mais les Allemands, il y avait un tambour-major à l'époque, un tambour qui défilait dans les rues pour donner des nouvelles. Et les Allemands avaient fait tambouriner donc, en disant qu'il y avait eu des cambriolage à commandateur, que la population était prévenue que la commandature désormais sera piégée et celui qui essaiera d'y pénétrer risque de trouver la mort. Bon, on est retourné quand même. Et puis, dans le même placard où on avait pris un fusil, il y avait le même qui était là. Alors il y a mon frère qui se précipite pour prendre, il dit n'y touche pas. Je m'étais aperçu qu'il y avait un fil de fer qui était relié au fusil, à la gâchette. On a défait tranquillement le fil de fer, il était piégé, et puis on a pris le fusil. Mais alors il y avait le central téléphonique qui était sur une table. Les vaches ont voulu nous faire péter. Alors on a complètement foutu l'appareil enfin le téléphone, c'était un central téléphonique. Il y avait des petites trucs en cuve, des petites lamelles. On a tout fait sauter les lamelles. Il y avait des batteries sèches, vous savez, des batteries. On les a emmenées. Et puis il y avait le drapeau allemand. On a réussi à monter dans le grenier. Il n'y avait plus que des étiquettes, tous les fusils étaient partis. Et il y avait le drapeau à Guadeloupe qui était bien rangé, bien plié à côté de la rampe, parce que chaque fois qu'il revenait à la commandature, il mettait le drapeau.
Alors, on a pris le drapeau, et puis on l'a caché dans la cave de commandature, derrière des piliers qu'il y avait, ainsi que les fusils qu'on avait trouvés, cachés là, de manière que les Allemands, s'ils les trouvent, ils ne savaient pas que c'était nous qui les avions pris. On était allé dans une mare, à Saint-Ignac, récupérer plein de fusils et un fusil mitrailleur. Et alors, pour cacher ce fusil mitrailleur, les Allemands allaient dans des watters, c'était des watters doubles, comme ils faisaient à l'époque. C'était en bois, et devant, il y avait si on veut, pour monter sur les watters, il y avait un genre d'estrade. Alors nous, on avait basculé à l'estrade, on avait caché le fusil mitrailleur, on avait remis l'estrade, si bien que les Allemands allaient au water, avec les pieds sur le fusil mitrailleur, sans savoir. Et donc on a été dénoncé. Un jour, je vois un Allemand qui avait récupéré des fusils qu'on avait ramenés de la mare, de Satignac. Il rentre chez nous. On a entendu 3 détonations là-bas. Et puis, comme nous, le garage était en face à commandature, je dis comme ça machinalement, boulon, on dit on a entendu. C'est un drôle de coup de feu, hein, et pas. Pourtant pas un coup de pistolet, c'est pas bien un coup de fusil. Hein, on ne savait pas tout ce que c'était. Alors, deuxième coup de feu, troisième coup de feu. Alors, à ce moment-là, curiosité, je monte le chemin qui mène sur la route nationale, en face à commandature. Qu'est-ce que je vois? Le commandant de moi et un soldat avec un de nos bousquetons. Alors il avait essayé les munitions qu'on avait trouvées avec, et puis les munitions marchaient, mais alors plus ou moins quoi. Il rentre chez nous, mon père était là. Puis il demande fusil, pourquoi vous avez un fusil? Alors c'est un code interdit. Alors, je rentre à la maison, puis j'ai pris mon air le plus bête possible, j'ai foncé sur l'Allemand qui avait le fusil, je lui ai arraché les mains, je lui ai dit il est à moi. Alors, mon père, il était étonné d'ailleurs et tout, il ne savait pas ce qui se passait. Alors, commandant, et puis sur l'Allemand, il s'est promené avec. Il a dit, ah, où sont les autres? Alors, les autres, il n'y a pas d'autres fusils. Si, il y a d'autres fusils. Alors, je dis, ben non, où est votre frère? Mon frère, mais il était à l'école. On est parti à l'école. Ils ont emmené mon frère, mitraillé, tout puissant. Ils sont sortis de l'école devant tous les élèves et tout, qui se demandaient ce qu'ils pensaient, quoi. Et le maître. Et puis, il a emmené à la maison, il demandait à mon frère a montré, il avait caché le fusil à un autre endroit, bon, plus un autre fusil qui était cassé, hein, la crosse cassée. Donc c'était des armes qu'on avait trouvées, je veux dire, à Satignac. Et ils ont ramené mon frère parti à l'école, et moi ils m'ont gardé forcément, quoi, ils m'ont arrêté. Et ils m'ont interrogé tout, il y a un groupe de résistance, il y a des gens qui récupèrent des armes, bon, je dis, moi je connais personne, enfin bon. À un moment donné, les Allemands ont dit, nous savons qu'il y a eu au moins plus de 300 soldats français qui ont cessé le combat à Gégon et dans les avions. Et parmi les 300 soldats, nous avons récupéré qu'une cinquantaine de fusils ou d'armes. Et alors, où sont les autres? Si vous ne dites pas où ils sont, nous allons fouiller dans toutes les maisons et partout on trouvera des armes, des gens seront en Allemagne et on brûlera les maisons. Alors, comme je savais qu'il y avait pas mal d'armes de cachet un peu partout, à la fin j'ai dit bon ben d'accord, je vais vous dire où elles sont. Alors ils m'ont mis dans un car, camion derrière plein de soldats, puis je les ai emmenés sous le bord de l'étang, puis je dis ben les armes elles sont là. Le commandant m'a envoyé une bonne tarte, il a cru que je me foutais un peu de lui, mais enfin bon. Puis il a parlementé avec d'autres, entre autres comme ça, avec d'autres. Puis il y en a qui se sont déshabillés, ils se sont mis en slip, ils ont plongé dans les temps. Et il y en a un qui est revenu avec un vieux fusil tout rouillé. Alors ils se sont dit, mince,
c'était de vrai ce qu'il nous raconte. Et puis, vous avez vu des soldats français jetés ensemble dans les temps. Je me rappelais qu'un élève de l'école, il s'appelait Yves Bertrand, et qui avait vu réellement des soldats français jetés ensemble. J'ai dit, ben oui, alors bon, on retourne à l'école. Commandant allemand, encore pareil, la mitraillette dans les reins. Le commandant allemand, c'est alors qui s'appelle Yves Bertrand. Une petite voix qui s'élève, qui est une table. Ah, c'est moi. Alors, c'est vrai que tu as vu des soldats français tout à l'heure. Ah oui, 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 oui. Alors, l'histoire là, c'est terminé comme ça. Alors, à la fin, les Allemands, il dit à mon père, bon, on va fusiller votre fils parce qu'il a fait une action contre les Allemands. Alors mon père leur a dit, oui, vous n'avez pas fusillé un monde de 15 ans. Oh, c'est peut-être pas 15 ans, il a au moins 18 ans. Non, il a 15 ans. Alors, les Allemands ont été à la mairie voir mon extrait de naissance et puis ils se sont aperçus que je n'avais réellement que 15 ans. On va l'emmener à l'Allemagne. Alors, bon, puis je voyais essayer de discuter entre eux, puis à la fin, ils m'ont laissé. Je suis parti. Mais pendant ce temps-là, que j'étais donc à la commandature, les copains, mon frère étant libre, a averti les copains. Et les copains sont venus, et la nuit, ils ont récupéré des fusils mitrailleurs, toutes les armes qu'on avait cachées, quoi, sauf le drapeau, ils ont ramené le drapeau, c'est malheureux. Et ils ont été les cacher. Le maire, voyant que c'est un vinaigre pour tous les habitants, tout ça, ont été, avec le docteur du pays, trouver les copains, dont ils savaient qu'ils faisaient partie, dont le fils du médecin en faisait partie. Ils ont donc emmené les armes au Moulin Jean. Mais il y a Jean, donc Jean Aubieux, avait suivi de loin son père et le maire. Et il a vu où ils avaient balancé à la balle, quoi, dans la rivière, dans l'Arquenon. Et le lendemain, il est revenu, il a plongé, il a récupéré les armes et il les a recachées dans le moulin. Mais il n'avait pas vu qu'il avait été suivi d'un collaborateur, soi-disant celui qui nous avait dénoncé. Ce collaborateur est allé récupérer les armes, il a fait une croix gammée sur la porte du vieux moulin en marquant la cabane au Bitel. Cet homme travaillait pour l'entreprise Todd qui faisait le front le mur de l'Atlantique. Et alors, c'était par le goudron, exactement le même goudron qui peignait ses brouettes, qui livrait. Et il n'y avait pas de problème que c'était bien lui qui avait fait le... Fin 42, il n'y avait aucun moyen de locomotion, on modifiait les camions et les voitures à gazogène à l'époque. Dans les bois, notamment à Fred-Pédadiac, il y avait des boucherons, ils faisaient des commandes, je ne sais pas comment ça s'appelle, ils faisaient du charbon de bois. Oui, d'accord. Et ils recouvraient de terre, donc des monticules, et le bois se consumait. Tout doucement pour faire le choix. Et après, nous concassaient le bois. Alors, c'est terrible, on était tout noir depuis la tête, on ne voyait plus que les yeux. Alors, vous parlez des noirs de plein vent, mais nous, c'était des noirs de gigot. Et alors, mon père avait comme client, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de garagiste, un périmètre très important, et mon père était seul dans le coin. Et il y avait un débiteur de bois, il dit, vous me trouvez un camion, mais impossible de trouver de camion. Et dans les domaines, il y avait un bulletin qui paraissait tous les mois, et il y avait des camions à vendre à Marseille. Alors, mon père, il téléphone au domaine et tout, bon, il s'arrange pour appeler de camion, et ça convenait donc à ce débiteur de bois. Et on a pris la route
avec une petite camionnette Citroën à gazogène, mettant flottant 10 chevaux, je me rappelle. Avec une petite plateforme derrière, on avait mis plein de charbon de bois dans des sacs, puis on a trouvé la route pour Marseille. Arrivé à Marseille, donc on a chargé le camion, c'est-à-dire qu'on a enlevé le moteur, les roues avant, qu'on a mis en porte-à-faux à l'arrière de ce camion, ça fait 5 tonnes. Et mon père a monté un dispositif sur la guerre, de manière à mettre le camion en semi-remorque. On a soulevé l'avant du camion, on l'a posé sur la voiture, et on revenait. Mais vous savez qu'en gazogène, hein, le poids traînait, tout ça, on avait du mal fou. Dès qu'il y avait une côte, moi je suivais des fois avec une cale pour empêcher à chaque fois pour redémarrer. Puis à un moment donné, on monte dans une côte, on double un Allemand, la côte n'était pas trop prononcée. On double un Allemand qui était en vélo, avec une petite remorque derrière, et dans cette remorque, il y avait un petit fût de vin. Puis quand on double, d'un coup je regarde dans le rétro, je vois l'Allemand, il s'accroche à la remorque du camion. Alors, nous, qu'on avait déjà du mal à monter la côte, j'ai mon père, le Bosch, il s'est attelé derrière. Bon, alors on avait installé dans la cabine un frein qui était fixé par le haut, qui relais les freins du camion derrière, le frein arrière. Alors mon père me dit, quand je lui dis stop, tu freines. Bon. Alors, il fait stop. Lui, il freine, moi je freine. On entend un bruit derrière, bien sûr. Et mon père va redémarrer, mais malgré lui, il reculait par on entend un bruit derrière. Bon, je regarde, je vois le petit tonneau qui dévalait la côte, le vélo, la remorque sous le camion, l'Allemand dessous le camion derrière. Et alors, on a réussi à redémarrer. Peut-être 3-4 km plus loin, d'un coup je dis à mon père, on est suivi, hein, on est pisté. Les Allemands nous avaient pris en chasse après. Parce qu'ils avaient dû trouver l'Allemand par la suite, qui était au milieu de sa remorque et tout, peut-être qu'il n'était pas mort, je ne sais pas. Et non, il devait être mort parce qu'il aurait dit, il aurait signalé qui l'avait renversé. Puis les Allemands veulent le doubler, et je dis à mon père, on les va carrer derrière. Alors mon père il tient mieux la route. Alors les Allemands prennent pour alors sur le père roulait à 15-20 à l'heure, c'est tout. Et alors, les Allemands se mettaient à klaxonner, tiraient des rafales de mitraillettes en l'air. Et puis ils ont réussi à nous doubler à un endroit que la route était. Il y avait une entrée de champ, ils ont monté sur le côtement, ils ont doublé, arrêté avec les mitraillettes. Vous avez tué un soldat allemand. On n'a vu personne qui a dit mon père. Alors les Allemands, ils font le tour, mais ils n'ont pas pensé que c'était par derrière. Ils ont regardé le devant, qu'une trace de choc, rien forcément. Alors, bon, vous allez venir avec moi à la commandature qui était un pays plus loin. Alors mon père dit, je ne peux pas laisser mon véhicule là, qui tient toute la route. Bon, ben, votre fils va venir. Alors, mon père dit, mais il ne peut pas, c'est lui qui freine le camion. Bon, alors, vous allez nous suivre. Alors, nous on démarre. On roule à 5 ou 10 à l'heure. Alors, au bout d'un moment, les Allemands, ils arrêtent. Ils disent, rendez-vous, commandature. Alors, bien, dit mon père. Et puis, on arrive à redémarrer. Les Allemands, ils font le camp. Puis il y avait une route un peu à la gauche. Bon, la route là, nous voilà partis à l'aventure. Comme ça, en pleine campagne, on ne savait même pas où on était. On n'a pas revu les Allemands du coup. Et on est arrivé dans une ferme à Nausée, dans la Côte d'Or. Et là, on est tombé en panne d'embrayage. Alors la pauvre bagnole n'en pouvait plus. On a défait on a cassé la carrosserie du camion derrière pour faire plus léger, quoi. Et donc c'est une péripétie quand même, elle a duré un mois. Hein.
Ah oui, Alors, on a tué un Allemand sur le trône de pouvoir. Ah ouais. Donc c'était fin 42 ça.